Les changements climatiques en cours trouvent leur origine dans l'action de l'homme à travers nos émissions de gaz à effet de serre, émissions qui ont augmenté depuis la révolution industrielle, mais particulièrement au cours du XXe siècle, en raison de l'utilisation des énergies fossiles, mais aussi à travers ce qu'on appelle les changements d'affectation des terres, c'est-à-dire la conversion des terres à l'agriculture intensive ou la déforestation, par exemple. Il y a sur cela un consensus parmi les scientifiques, ce qui n'a pas toujours été le cas, mais qui est le cas aujourd'hui. La première pierre du régime international du climat a ainsi été la création d'un organe d'expertise international, le groupe intergouvernemental d'experts sur le changement climatique, ou GIEC, IPCC en anglais. Ce groupe d'experts a été établi en 1988 par l'Organisation météorologique mondiale et le Programme des Nations unies sur l'environnement. Les rapports qu'a rendus le GIEC depuis lors ont contribué à clarifier les enjeux de la lutte contre les changements climatiques et ont poussé les États à prendre des engagements internationaux à cet effet. Plusieurs étapes doivent ensuite être distinguées dans la construction du régime international du climat. En 1992 est adoptée la Convention cadre sur les changements climatiques, qui compte aujourd'hui 197 parties. C'est donc un traité universel. Il s'agit d'une convention cadre, c'est-à-dire une convention qui pose un cadre de coopération en créant des institutions à cet effet, et notamment les fameuses COP, les conférences des parties, qui se réunissent annuellement, et un cadre juridique également, en étant une convention qui pose un certain nombre de principes. La convention pose aussi un objectif, qui est son objectif dit ultime. Cet objectif est, je cite, de stabiliser les concentrations de gaz à effet de serre dans l'atmosphère à un niveau qui empêche toute perturbation anthropique dangereuse du système climatique. C'est l'article 2 de la Convention cadre sur les changements climatiques. C'est au sein de la COP, donc de la conférence des parties, qu'a été négocié puis adopté en 1997 un instrument additionnel, le protocole de Kyoto. Le protocole de Kyoto est le premier accord international prévoyant une réduction des émissions de gaz à effet de serre. En 2015, lors de la COP 21, la 21e conférence des parties à Paris, les États ont adopté un nouveau traité, l'accord de Paris, qui couvre, lui, la période débutant en 2020. L'accord de Paris représente un réel succès diplomatique. Comptant aujourd'hui 183 parties, il produit déjà des effets. Outre qu'un grand nombre d'États a adopté des législations visant à le mettre en œuvre, la décision des États-Unis de se retirer de l'accord n'a pas entraîné d'effet domino comme on pouvait le craindre. Au contraire, elle a conduit les autres États à réaffirmer à de multiples reprises leur attachement à un accord que les États ont qualifié d'irréversible. Malgré tout, une fois mises bout à bout, les contributions nationales faites par les États ne nous mettent pas en mesure de remplir collectivement l'objectif qui est posé par l'accord. Cet objectif, il est de contenir l'élévation de la température moyenne de la planète nettement en dessous de 2 degrés par rapport au niveau pré-industriel et en poursuivant l'action menée pour limiter l'élévation de la température à 1,5 degré. C'est donc un objectif ambitieux. Mises bout à bout, les contributions nous conduisent plutôt à une augmentation de 3 degrés d'ici la fin du siècle, voire davantage, augmentation qui se poursuivrait durant le siècle prochain. Une telle augmentation aurait, selon les scientifiques, des conséquences catastrophiques, et c'est ce que confirme le dernier rapport du GIEC. L'accord permet à tout moment aux États de réviser à la hausse leurs contributions nationales. Mais pour l'instant, on cherche en vain une dynamique collective en ce sens. Pourtant, si la communauté internationale échoue, c'est la mise en œuvre de l'ensemble des 17 objectifs mondiaux de développement durable définis par l'Organisation des Nations Unies qui risque d'être hypothéquée. Il y a là un test de notre capacité collective à faire face à un enjeu majeur pour le devenir de l'humanité et plus largement de la vie sur Terre. Les années qui viennent seront décisives de ce point de vue.